Salut Ginette. Hein, Ginette? Hein, la belle fille? Oui, Ginette, hein? Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch, Ginette Roussy et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 26 avril 2022. Hier, d'emblée, suite à la préface de Fernand de Roy concernant ce livre, publié aux éditions Leméac, Histoire de la librairie au Québec, j'annonçais que les libraires au Québec, oui, on est fermé, que les libraires, en fait, écrivaient assez peu. Et que les seules traces qu'ils pouvaient laisser, c'était les catalogues qu'ils établissaient. Et je m'ai mal pris parce que celui qui est considéré comme étant le poète national, le premier poète national que le Québec ait connu, c'est Octave Crémazie. Et Octave Crémazie, il était quoi? Il était libraire. Alors, l'aventure nationale de la poésie au Québec a débuté par un libraire. Octave Crémazie, dont le patronyme porte le nom d'une station à Montréal, une station de métro à Montréal, de même que Fabre aussi, et qui sont sur la même ligne bleue. Alors oui, ceux qui ont établi la toponymie du métro de Montréal ont jugé de mettre deux libraires sur une même ligne. Alors voilà. Comme quoi, hein? Comme quoi. Octave Crémazie est né en 1827, dans la ville de Québec. Et il est décédé en 1879 au Havre, en France. Il est devenu célèbre, on le connaît pour deux poèmes importants, Le vieux soldat canadien et Le drapeau de Carillon. Lors de son exil français, suite à, comme on le verra plus loin, suite à de la magouille, à de la malversation, à usage de faux, une sorte de chaîne à la Ponzi, une sorte de, j'aurais envie de dire, de Bernard Madoff, qui entre parenthèses était bibliophile, décidément, et qui était un Bernard Madoff québécois. Alors oui, il était présent lors du siège de Paris par les Prussiens en 1870, en 1871, et il en a rapporté dans son journal une description pittoresque, toute personnelle. Et avant d'être devenu le poète national, il a dirigé une librairie avec son frère qu'il avait lui-même fondé. Et pendant 20 ans, les deux frères ont administré cette très importante librairie à Québec. À l'époque, notre poète national avait refusé de s'engager dans les trois seules voies à peu près disponibles pour faire carrière au Canada français. Le droit, la médecine ou la prêtrise. Notre homme, cependant, n'a pas complété sa scolarité, mais il s'est pris d'affection pour les poètes romantiques, Musset, Lamartine. Le vieil Hugo aussi était cher à son cœur et a nourri toute sa vie un amour immodéré pour la France. Il
lira à plusieurs reprises d'ailleurs, ce qui était quand même assez étonnant pour l'époque. Mais la bourgeoisie canadienne-française éduquée allait nécessairement en France, allait nécessairement à Paris. Tandis que, comme je l'évoquais dans la vidéo d'hier, l'intelligentsia religieuse allait se ressourcer à Rome et sans doute parfois allait s'encanailler à Paris. Alors, cette passion de la littérature a été très, très, très importante dans la vie d'Octave Crémazie. Les critiques disent que son œuvre est inégale, cependant, qu'il y a de très, très beaux morceaux et d'autres, peut-être bâclés. L'abbé Ferland, qui a fait une histoire de la littérature canadienne-française, le portait au nu, comme on va l'entendre dans le passage que je vous citerai de l'ouvrage de Fernand de Roy. Le portait au nu en faisant une espèce d'érudit à l'égal des plus grands auteurs. Donc, en 1833, il se joint à son frère à titre d'associé. Et de même que son illustre devancier, Fabre, il exportait des produits européens de luxe, fromage, champagne, papier peint, papeterie et autres objets. C'était, en quelque sorte, lui aussi, le Archambault de l'époque, on va dire. Et dans sa librairie, où se rencontrait le Gotha intellectuel et parfois politique, parce que les affaires québécoises, le politique et le littéraire, à l'instar de nos ancêtres, les Français, c'est très, très présent dans les affaires de la cité. Et il n'était pas rare, aujourd'hui, évidemment, c'est plus compartimenté, mais de voir des littéraires, des littérateurs, des philosophes se lancer dans la politique. Ici, près de nous, on a eu Gérald Godin et tout récemment, on a eu également Hélène Dorion, dont on regrette le départ. On regrette le départ. Elle apportait quelque chose de neuf et de poétique. Mais évidemment, j'aurais envie de dire que Hélène Dorion, son apport était métapolitique. Peut-être plus dans ses interventions d'indignation, ses interventions, j'aurais envie même de dire, de paroles prophétiques. Peut-être que le cadre législatif ne lui convenait guère à son feu et à son énergie. Alors, dans cette librairie, dans cette échoppe, dans cette boutique, on y retrouvait, entre autres, Étienne Parent, François-Xavier Garneau, considéré comme notre premier historien, l'abbé Ferland, surnommé, Chauveau, le poète Pamphile Lemay, et Louis-Honoré Fréchette, je nomme les plus importants. De ces rencontres, naîtront deux revues littéraires, les Soirées canadiennes et le Foyer canadien. Alors, un prêtre, un habitué de la librairie, prêtre français, ayant une formation de musicien, débarquera dans la librairie des deux frères et apportera une sorte de vent nouveau en proposant à la vente, en leur suggérant à la vente de proposer à leur clientèle huppée et bourgeoise de Québec des pianos, des orgues, des partitions qui sont allés gonfler l'inventaire de manière assez monstrueuse de produits de luxe qu'aura ramené Crémazie de ses nombreux périples, on y reviendra, de ses nombreux périples français. Alors, de 1840 à 1850, c'est la période où la librairie a connu son apogée.
Par la suite, divers concurrents se sont installés à Québec. On en dénombre 26 qui apparaissent entre 1844 et 1862. Et, et c'est suivi également d'une crise économique très importante qui a fait de telle sorte que leur commerce aux deux frères s'est mis à péricliter. Mais ce qu'il faut dire ici, c'est que les nombreux voyages du poète national, les nombreux voyages du poète national en France ont pu donner le change. Alors il a été atteint soudainement par une folie des grandeurs, et sans doute les Français, les commerçants français, le voyant roulant en carrosse, leur proposant des propositions, leur faisant des propositions d'affaires mirifiques, l'ont vu plus gros, plus grand qu'il ne l'était en réalité. Et lui-même, le frère, qui était plus timoré, plus réservé, plus pragmatique, s'est laissé emporter par la démesure du poète. Ah, les poètes, parfois, en affaires, on les voit d'ailleurs rarement en affaires, les poètes. Il ne me vient à l'esprit aucun nom de poète. Sans doute, vous allez me suggérer en note de bas d'écran quelques noms de poètes qui sont devenus d'importants hommes d'affaires, mais il ne me vient aucun nom à l'esprit. Alors sans doute, d'associer la poésie au commerce peut être une aventure, pour le moins, difficile. Mais la crise économique, une mauvaise gestion du stock, il a commandé des produits de luxe qui ne trouvaient pas preneur au sein de la clientèle bourgeoise de Québec, tant et si bien que notre poète est devenu un adepte de la contrefaçon. Il est allé chercher du financement auprès de banques, les banques exigeant que ces prêts soient endossés par des gens en moyen ou encore qui étaient des notables de la ville. Le stratagème a fonctionné pendant un certain temps et il est allé jusqu'à imiter la signature de certains d'entre eux. En 1862, il savait que les carottes étaient cuites. Il a quitté le Québec et il s'est retrouvé en France. Il s'est trouvé à Paris, où il a pris un nom d'emprunt, sans doute pour éviter à la fois d'être reconnu et que son nom déjà entaché, dont la réputation était entachée, et il a choisi un autre nom pour se refaire en quelque sorte une virginité. Il a été engagé par d'anciens associés. Pendant un certain temps, ça a fonctionné. Des amis à lui, canadiens, ont sollicité des dons, ont tenté de lui venir en aide et ont tenté également d'obtenir un pardon du roi, mais n'ayant pas été condamné pour escroquerie, il ne pouvait donc par conséquent être amnistié. Alors après 16 ans d'exil, dans la dèche, dans la solitude, dans le ressentiment, il mourra au Havre le 16 janvier 1879. On retrouve assez rapidement, en fait au début du siècle, on a honoré sa mémoire, et malgré ses déboires financiers, malgré sa fin de vie calamiteuse et sa réputation entachée, on en a fait le poète national. Tant et si bien qu'on retrouve au carré Saint-Louis, dans le parc, on y retrouve une statue faite par le sculpteur Louis-Philippe Hébert. Et laquelle statue, ici mes sources, c'est Art public, Ville de Montréal. Alors on y trouve la stèle est surmontée par on y retrouve donc, dis-je, la stèle en elle-même,
est chapeauté par le buste du poète qui porte beau, hein, un buste où on le voit dans toute sa splendeur altière, et au bas, on voit au bas du piédestal, on voit un soldat mort au combat, tenant dans ses mains le drapeau de Carillon, hein, suite au célèbre poème. Le drapeau de Carillon que les forces françaises dirigées par le général Montcalm, dont vous savez qu'il connaîtra une fin tragique sur les plaines d'Abraham, et on se rappelle, pour la petite histoire, que lors du règne de Stephen Harper, gouvernement conservateur, il y avait eu une tentative de commémoration où Montcalm et Wolfe, qui est également mort sur le champ d'honneur, les deux se serraient la main, hein, comme quoi on a beau avoir été tués tous les deux au combat, eh ben on est devenus amis-amis. Alors ça aussi, cette capacité qu'a le gouvernement idéologiquement à aplanir ce qui a été une véritable tragédie en fait pour les deux hommes, mais qui a été également surtout une tragédie pour la suite de l'histoire de cette malheureuse et pauvre petite colonie française en terre d'Amérique, scellant le sort de cette colonie aux mains des troupes anglaises. Alors cette image, en tout cas peut-être vous pouvez aller vérifier, de Montcalm et Wolfe se serrant la main, ça avait été décrié par les historiens, ça avait été décrié aussi par certains groupes politiques, et au fond c'était grotesque pour ne pas dire davantage. Alors oui, les forces françaises dirigées par le général Montcalm le drapeau de Carillon était utilisé en 1758 à la bataille de Fort Carillon dans l'État de New York. Encore pour la toute petite histoire, je vais la partager, cette photo, soit en note en bas de page, ou soit peut-être en début de vidéo, en icône ouvrant la vidéo. On voit trois poètes du Carré Saint-Louis, Pierrot Léger, en fait 4 poètes, mais il y en a un quatrième qui n'était pas là lors de la séance de photos, Michel Bugeaud. Le photographe de perspective a ajouté sa silhouette. Alors sur laquelle photo on voit Pierrot Léger, le poète, Gilbert Langevin, le poète, et mon père, le poète également, en train de faire fumer un pétard à ce soldat mort. Alors, j'aurais envie de dire que ça ressemble pas mal à de la poncitude, mais bon. Mais les poètes, hein? Alors ça, je vais vous partager ça. Mais l'intérêt du travail de Fernand de Roy, son intérêt, c'est pas tant de faire une description des talents, une analyse des talents littéraires d'Octave Crémazie. L'intérêt, c'est comment gérait-il son commerce. Alors, il faut bien le dire, on ne le dira jamais assez, c'est que le métier de libraire est difficile. Il est d'autant plus difficile, c'est qu'aux yeux de certains néophytes, en tout cas pas ceux qui font vraiment des affaires, c'est un métier qui est d'un apparat trompeur. Parce que les objets qu'on propose à la vente, ils sont chargés en haute teneur symbolique. Et même, ils ont une sorte de patine, j'aurais envie de dire presque pas surnaturelle, mais ils ont une aura. Ils ont une aura à la fois de respectabilité. On ne vend pas impunément Goethe, Cervantes, Shakespeare, Molière, pour nommer les plus classiques, sans qu'à quelque part, ça ne donne pas le tournis. L'amoureux des livres,
parfois ont une image idéalisée du libraire, quand en réalité, à vrai dire, la réalité elle est beaucoup plus rude, beaucoup plus âpre, elle est beaucoup plus difficile. Les livres comptables, alors si, encore pour l'anecdote, il y a plusieurs années, je projetais de me porter acquéreur d'un petit immeuble dans lequel je logerais la librairie et je m'y logerais moi-même. J'avais entrepris des démarches auprès d'une institution financière bien connue et je vous passe les détails. J'avais évalué mon inventaire à un chiffre X et le gérant chargé d'évaluer mon dossier m'a simplement dit que ma requête de financement était irrecevable et que ma télévision, que je n'avais pas d'ailleurs, valait plus cher que mon fonds de commerce. Alors pour lui, et quand il a appris en plus que je n'avais pas de voiture, j'ai pas osé lui dire que je n'avais jamais touché un volant de ma vie, j'ose pas imaginer sa réaction, et bien là, j'ai compris que les carottes étaient cuites. Mais cette fois-là, il m'a rendu service, car ça aurait été une erreur d'acheter l'immeuble que je convoitais, pour toutes sortes de raisons inutiles d'énumérer ici. Mais c'est pour vous dire que lorsqu'un libraire se présente dans une institution financière, Goethe ou Molière ne nous est d'aucun secours. Alors forcément, notre poète qui pratiquait le faste, qui pratiquait le faste et peut-être un peu de mythomanie, on ne reprochera jamais à un poète d'être un mythocrate. Un poète doit fabriquer son propre mythe, doit même le sécréter, doit même nous donner le goût d'y croire. Et j'aurais même envie de dire, le poète doit être capable de magnifier certaines choses, doit être capable d'offrir au mythe déjà existant une ampleur inédite. Un son nouveau ou un chant neuf même s'il a ce génie-là. Alors, vous disais-je, 1844, date de leur association, et dès 1800, ils proposent un catalogue, on y revient, où on y retrouve 1490 items, surtout religieux, ils savaient à qui ils avaient affaire, et les auteurs catholiques, dans ce catalogue, y ont la large part, mais ce sont des auteurs catholiques de la plus belle eau. Bénite. On y retrouve, entre autres, Joseph de Maistre, qui, par les temps qui courent, connaît un regain d'intérêt dans la famille des conservateurs, il va sans dire. Bossuet, dont l'ampleur de la prose a toujours trouvé, son sermon aux morts en particulier, a toujours trouvé des adeptes. Bossuet, c'est le grand siècle, c'est le grand style. Bossuet, c'est le génie de la langue française à l'état pur, cristallin, d'une très très haute hauteur, où l'air est complètement dégagé. Saint-Augustin, qui inlassablement trouve son lectorat, et Fénélon. On retrouve également, contrairement à la librairie de Fabre, où il y avait un créneau pédagogique très développé, on y trouve également de la littérature d'extrême qualité, Corneille, Dante, Goethe, Malherbe, Pascal, pour nommer les plus importants. Et il va sans dire que... Attendez, je regarde. Qu'aujourd'hui encore, une lectrice, un lecteur qui se nourrirait exclusivement de Goethe, de Corneille, de Molière, de Racine, de Shakespeare, de Dante, eh bien, s'alimenter aux meilleures sources pourrait vraiment contribuer à, non pas tant à se doter de l'apparat de la culture, mais pourrait
avoir une base très, très, très solide pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir voir sa pensée s'épanouir et dont l'apport existentiel, parce que on lit pour que ça apporte quelque chose à notre existence. On lit pour être nourri au niveau existentiel. Eh bien, il trouverait de quoi boire et manger euh, jusqu'à la fin de ses jours. Alors, dans le catalogue de 1861, on y retrouve 2000 titres. 27% est consacré à la littérature et à la philo. Descartes, Leibniz, Montaigne, Balzac, Cervantes, Chateaubriand, Dumas, Théophile Gautier, Gogol l'Ukrainien, Hugo, Perrault, Stendhal, Georges Sand, Madame de Staël. Alors, notre poète national, s'il ne lisait que ces auteurs-là, évidemment, c'est sûr que son goût était sûr. Son esprit nourri aux meilleures sources pouvait peut-être lui donner l'élan pour être capable de créer de fort jolies choses et des choses très importantes. Alors, je vous disais, nous n'irions, en fait, je notais ici, nous ne lirions que cela, eh bien, ça serait bien suffisant. Alors, le 11 novembre 1962, Crémazie déguerpit. 7 jours plus tard, c'est la faillite et le frère perd tout. Et 2 ans plus tard, le poteau rose est découvert, les fausses signatures, la chaîne de Ponzi, etc., etc. Alors, je vais vous lire ce que nous dit, en conclusion, Fernande Roy. Ben, je vais vous lire 2 passages, en fait. Ce que dit, entre autres, l'abbé Ferland, qui dresse un panégyrique au-delà de toute considération. Ici, Madame Roy. Avant la débandade commerciale, le poète Octave Crémazie connaît des heures de gloire. Un des fondateurs de l'Institut canadien de Québec, il en devient le président en 1857. L'année suivante paraît son célèbre poème « Le drapeau de Carillon », que je vais vous mettre en note de bas d'écran. Dans son petit cercle littéraire et même au-delà, l'auteur est connu. L'auteur est devenu une vedette. Ah oui, attendez ici. Ce n'est pas... Attendez, je me suis trompé dans mes notes. Est-ce... Oui, j'ai confondu l'abbé Ferland avec l'abbé Casgrain. Voilà. Je corrige tout de suite. Est devenu une vedette. Là, on cite... Fernand de Roy cite l'abbé Casgrain. Tout au fond de sa librairie, raconte l'abbé H.R. Casgrain, s'ouvrait un petit bureau à peine éclairé par une fenêtre percée du côté de la cour et où l'on se heurtait contre un admirable fouillis de bouquins de tout âge, de tout format et de toute reliure. C'était le cénacle où il donnait ses audiences intimes. On s'asseyait sur une caisse ou sur une chaise boiteuse et on laissait la causerie chevaucher à tous les hasards de l'imprévu. C'est alors dans ces cercles restreints que Crémazie s'abandonnait tout entier et qu'il livrait les trésors de son étonnante érudition. Les littératures allemandes, espagnoles, anglaises, italiennes lui étaient tout aussi familières que la littérature française. Il citait avec une égale facilité Sophocle et le Ramayana, Juvénal et les poètes arabes ou scandinaves. Il avait étudié jusqu'au sanskrit. C'est sans doute beaucoup pour un seul homme, écrit Fernand de Roy. Crémazie est certes cultivé,
Mais l'abbé Casgrain embellit sûrement ses souvenirs. C'est d'ailleurs lui qui en fera le poète national, et c'est lui qui décorera du nom de École littéraire de Québec, le Petit Cénacle, Crémazie. En fait, il ne s'agit pas d'une école au sens d'un regroupement d'écrivains partageant une certaine esthétique littéraire, ce qui rassemble les amis du poète, c'est une même conception patriotique de la littérature avec une bonne dose de nostalgie pour les gloires d'antan. La conclusion. Il meurt au Havre le 16 janvier 1879. Dès 1882, paraît une édition des œuvres complètes de Octave Crémazie, préparée par H.J.B. Chouinard et l'abbé Casgrain. En 1906, on lui érige un monument à Québec. Pour célébrer le poète, Casgrain suggère d'oublier le libraire. Casgrain ici. Obligé par nécessité de s'occuper d'affaires pour lesquelles il n'avait ni goût ni aptitude, il a quand même passé 20 ans, il les expédiait d'une main distraite, s'en débarrassait avec une incurie et une imprévoyance qui finirent par creuser un abîme sous ses pieds. Il oubliait d'escompter un billet à la banque pour courir après une rime qui lui échappait. Quand il se réveilla de ce long rêve, il était trop tard. Fernande Roy écrit « Ainsi va la légende ». Chacun à leur manière, Crémazie et Fabre sont associés aux espoirs et aux déceptions de leur époque et de leur nation. Poursuivant leurs idéaux culturels ou politiques, ils ont en commun une même activité commerciale. Quoi qu'en pense l'abbé Casgrain, le poète Crémazie recherche le profit, tout comme Fabre. Sinon, pourquoi vendrait-il des parfums, des violons et des pâtés de foie? Mais il est sans doute moins habile que ce dernier et nettement moins honnête. Leur carrière montre aussi que la librairie n'est pas un métier facile. Le marché du livre est encore étroit, d'autant plus que les livres sont chers. La demande est difficile à prévoir parce que la concurrence est vive et fluctuante. Enfin, le livre est encore majoritairement un commerce d'importation, ce qui n'est pas une sinécure compte tenu de l'éloignement des fournisseurs français, de la contrainte que les lois britanniques imposent sur le transport jusqu'en 1849 et des droits d'entrée sur le livre qui ne seront levés qu'en 1855. Dans un tel contexte, on ne peut pas encore, au milieu du 19e siècle, développer un commerce de librairie, c'est-à-dire lui donner une certaine ampleur en vendant seulement des livres et de la papeterie. La librairie doit s'associer à une autre activité. Dans les premiers temps, ce fut l'imprimerie, et il reste encore vers 1850 plusieurs imprimeurs qui tiennent une boutique de livres. Mais la forme plus courante devient celle de Fabre et de Crémazie, c'est-à-dire ajouter à la vente de livres celle de produits divers. Tant que le livre reste surtout un produit d'importation et un produit cher, il paraît logique, même si c'est risqué, d'offrir à la même clientèle potentielle une gamme diverse de produits de luxe. Mais l'ensemble des facteurs qui conditionnent le marché du livre sont appelés à changer. À cet égard, l'orientation de Fabre vers le manuel scolaire et son engagement dans l'édition et la vente de livres canadiens préfigurent le modèle de librairie appelé à se développer après 1850, même si les livres importés resteront dominants. Par contre, la librairie conviviale, lieu de rassemblement littéraire ou politique,
n'aura plus beaucoup de place. C'est l'Église catholique, déjà un joueur important, qui va accroître déraisonnablement son emprise sur le monde du livre dans cette deuxième partie du 19e siècle et même au-delà. Alors, voilà la conclusion qu'apporte Fernand de Roy. Histoire de la librairie au Québec, paru chez Le Méac. Est-ce que demain, je fais une incursion du côté d'Henri Tranquille? C'est tentant, parce que je ne vais pas vous lire et vous résumer tout le livre. J'invite cependant à le lire, si vous voulez en savoir davantage sur le livre, sur l'histoire du livre au Québec, qui se confond, comme vous l'avez compris, avec l'histoire politique, l'histoire nationale. Et dès le début, en fait, non pas de la colonie, comme vous l'avez entendu hier, mais dès le début, en fait, dès le début de l'occupation anglaise, les premiers mouvements de l'imprimerie les premières imprimeries, les premières publications vont apparaître au Québec. Et ce sera assez rapidement, comme vous l'avez entendu, par l'entreprise des colons anglais. Voilà. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler demain, mais je garde en réserve cette possibilité de vous parler d'Henri Tranquille, que j'ai un peu connu. Nous n'étions pas des intimes, va sans dire. Et je ne l'ai pas connu intimement. Je suis allé chez lui à quelques reprises dans le quartier, dans Ville-Saint-Laurent. Et il était très... ils ont été plusieurs à dire qu'Henri Tranquille n'était pas un vrai homme d'affaires. C'est un reproche qu'on fait, en fait, c'est quasiment un métier impossible. Je vous dirais, j'aurais envie de dire, c'est presque impossible de le faire. On ne sait pas ce qu'on fait, mais on le fait. Mais je persiste à penser que les gens véritablement ambitieux sur le plan des affaires ne deviennent pas libraires. Par contre, s'ils ont envie de côtoyer les amoureux du livre, s'ils ont envie d'être entourés de livres, s'ils ont envie d'avoir une petite place au sein des affaires de la cité, toute petite place, congrue, comme vous avez pu l'entendre, eh bien, ça peut être un métier qui peut apporter beaucoup. Mais voilà, c'est tout pour ce soir. Est-ce que je vous montre une dernière fois Ginette? Moi, je pense que oui. Je pense que je vais vous offrir Ginette qui m'écoute, un public très attentif, s'il en est. Ah, Ginette, pas peur. Voilà. Est-ce qu'on la voit? Ben oui. Alors, je vous quitte sur Ginette. Oui, Ginette. Oui, Ginette, hein? Oui. Hein, la Ginette? Oui, hein? Ouais, c'est sa manière toute personnelle de montrer son contentement. Et voilà, on se quitte sur Ginette. Vous voyez, voilà, c'est tout. C'est tout pour ce soir.